Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire 100 degrés. Je m'appelle Marianne à Charité-Lemieux et je suis responsable de coordonner les webinaires. Donc, je travaille au projet 100 degrés. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir en si grand nombre. Il y a déjà 80 participants, il y en a d'autres qui se joignent à nous. Je suis très fière, en fait, on est très fiers à 100 degrés de s'associer à Équiterre pour vous présenter ce beau webinaire. On a avec nous Muriel Brins, à qui je passe la parole dans quelques minutes. Juste avant, je vais attirer votre attention sur le côté technique du webinaire. Donc, moi, je serai là pour répondre à vos questions. En fait, tout au long du webinaire, je vous invite vraiment à poser vos questions dans le petit onglet « Conversation » là, qui est offert, en fait, sur Zoom. Donc, vous l'avez en bas, tout en bas, le petit onglet « Converser ». À tout moment, si c'est des questions qui s'adressent à Muriel, à moi, à d'autres participants, allez-y vraiment là. Comme vous le sentez, comme bon vous semble, pour vraiment profiter de l'expérience de Muriel ici aujourd'hui pour le prochain 45 minutes. Donc, le webinaire va durer 45 minutes officiellement. Il y a quelques questions qu'on vous a préparées à travers le webinaire pour justement interagir avec vous puis aller mieux saisir d'où vous provenez, quelles sortes d'activités vous créez dans vos milieux. Donc, en tout temps, là, je vous le rappelle, vous pouvez poser également d'autres questions à Muriel. Puis moi, je vais faire la porte-parole, donc je serai votre porte-parole. J'interviendrai à certains moments du webinaire pour justement transmettre vos questions. Évidemment, étant donné qu'on est un grand groupe, je ne pourrai pas vous donner la parole individuellement, donc il faudra vraiment écrire vos questions par écrit dans le petit onglet « Conversation ». À un moment particulier, on attirera votre attention sur le questions et réponses. Vous l'avez en bas de l'écran, donc Q et R. Donc, ce petit onglet-là, c'est un outil bien pratique pour nous puisqu'on garde des traces donc, de ce qui est partagé là-dedans. Déjà d'entrée de jeu, donc le webinaire vise à vous donner des trucs, des astuces pour concevoir des activités éducatives sur l'alimentation locale et durable dans vos milieux. Et donc, si vous avez des idées de ressources, d'outils que vous utilisez dans vos milieux, on vous invite vraiment à le partager. On se réserve le questions et réponses pour partager ce type d'outils. Ça marche? Donc, je vous propose qu'on se le rende disponible, cette boîte à outils collective qu'on va se créer. Donc, si vous avez des idées de ressources et d'outils que vous voulez partager en plus de celles qu'on vous partage aujourd'hui, on se le réserve dans questions et réponses. Je vais vous répéter ça dans le chat à quelques moments du webinaire. Donc, sans plus tarder, je vous présente en fait Muriel qui sera avec nous après le 45 minutes. Donc, je vous le mentionnais, le webinaire est de 45 minutes officiellement, mais Muriel sera disponible jusqu'à 1 heure. Donc, officieusement, si certains d'entre vous veulent rester avec nous jusqu'à 1 heure pour continuer la discussion et profiter de la présence de Muriel pour justement approfondir certaines de vos questions, ça nous fera plaisir d'être là avec vous jusqu'à 1 heure. Donc, Muriel est vraiment la spécialiste du sujet. Vous allez voir, elle vous a préparé un super beau webinaire, elle a mobilisé, sensibilisé un très grand nombre de milieux sur l'alimentation locale, encourager l'approvisionnement local et durable. Donc, je te cède la parole, Muriel. Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler un petit peu plus d'éducation à l'alimentation locale et durable, puis aussi de donner plus concrètement des petits trucs pour mener différentes activités éducatives à l'alimentation. J'aimerais d'abord remercier vraiment 100 degrés pour toute l'organisation, puis la promotion de ce webinaire-là. Puis, comme mentionnait Marianne, je me présente, je suis chargée de projet en alimentation institutionnelle chez Équiterre depuis maintenant une quinzaine d'années. Puis vraiment, ces diverses années m'ont beaucoup permis de réaliser ou d'être en lien avec une multitude d'activités éducatives. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir en décortiquer quelques-unes ensemble avec vous et de tirer les grandes lignes, les leçons à apprendre et aussi certaines actions qu'on peut reproduire dans différents milieux. Donc, si je vous présente aujourd'hui les objectifs du webinaire plus précisément. Donc, aujourd'hui, on tente de découvrir les approches pédagogiques à privilégier en matière de sensibilisation à l'alimentation, et ce, tant dans un contexte scolaire, municipal et de la petite enfance. On souhaite connaître et s'inspirer de ressources disponibles pour soutenir l'éducation et la sensibilisation au monde bioalimentaire et aussi réfléchir aux enjeux vécus dans la pratique et surtout partager des pistes de solutions, des bonnes pratiques.
Alors, peut-être avant de commencer, il est intéressant pour moi de savoir un petit peu plus qui est à l'écoute en ce moment. On vous demanderait une première question. Dans quel secteur travaillez-vous? Est-ce que c'est le secteur municipal, petite enfance, scolaire, éducation supérieure, camp d'été, organisme communautaire ou tout autre milieu? Donc, on lance ce premier sondage. Donc, vous avez le choix à l'écran. J'ouvre le vote maintenant. Prenez le temps de répondre. Donc, on voit déjà que la représentation du domaine communautaire est très forte. Milieu municipal aussi. Dans ceux qui nous répondent autres, ce serait intéressant dans l'onglet conversation, allez nous préciser de quel secteur professionnel vous provenez. Ouais. Donc, on voit ici milieu municipal, milieu petite enfance et scolaire, camp d'été, milieu communautaire, puis autres. Ensuite, on passerait, bien merci pour votre réponse. Je vais vous partager rapidement les résultats pour que vous puissiez voir. Donc, communautaire et autres, on voit dans la conversation des santé, le milieu de la santé publique. J'ai vu aussi ministère, coordonnatrice de projet en alimentation, des directions de santé publique, ferme éducative aussi. Très intéressant. Table de concertation bioalimentaire. Alors, pour poursuivre avec une deuxième question, on vous demanderait dans le fond, quel est votre rôle au sein de votre milieu? Donc, est-ce que c'est plus au niveau d'une fonction de direction, plus une fonction d'éducation, donc éducatrice en CPE ou en service de garde, éducatrice en garde scolaire? OK, pardon. OK. Donc, j'ai ouvert le vote. Pardon. Ensuite, enseignant ou titulaire, intervenant en milieu scolaire, petite enfance communautaire, nutritionniste, représentant d'organismes communautaires, coordonnateur ou agent de développement, conseiller municipal, des parents ou encore une fois autres. Donc, je pense que le vote s'achève. Encore peut-être quelques secondes. Et on pourra vous le présenter. Dans la conversation, on voit des enseignantes beaucoup. Producteur agricole aussi. Il y a même quelqu'un qui est dans la céramique et qui pense à changer de voie. Peut-être le webinaire va faire la différence. Donc, je vous présente les résultats. Donc, encore une fois, là, ceux qui ont indiqué être autres, nous le préciser dans la conversation. Coordonnatrice de projet en agriculture urbaine, des éducatrices spécialisées dans les écoles, kinésiologues, c'est intéressant, nutritionnistes. Merci d'interagir avec nous. Donc, j'arrête le partage. Bien, merci d'être présent aujourd'hui avec nous aujourd'hui. C'est vraiment intéressant d'avoir justement des gens de plusieurs milieux et qui utilisent, dans le fond, qui font différentes fonctions. Peut-être pour commencer, j'aimerais vous présenter ma vision de l'alimentation puis de l'agriculture, qui est en fait pour moi la raison d'être de l'éducation à l'alimentation et à l'agriculture locale et biologique. Pour moi, c'est vraiment celle d'une production, d'une distribution, d'une transformation puis d'une consommation d'aliments locaux et éco-responsables qui favorisent tant notre santé, la santé des humains, de notre environnement et aussi de notre société. Bref, une bonne alimentation pour nous, donc notre santé, c'est aussi une bonne alimentation pour notre planète, donc notre environnement. Et j'ajouterais aussi le côté social, donc bonne pour la vitalité de nos territoires et de nos communautés, donc notre société. Donc, pourquoi s'intéresser au monde bioalimentaire? Bien, pour atteindre cette vision-là, il y a plusieurs bonnes pratiques qui sont mises en œuvre du côté de la production agricole. Donc, on peut penser à la réduction des GES en agriculture, on peut penser à la réduction de l'utilisation des pesticides, la revitalisation des sols, tout ce qui a trait à l'agriculture régénérative, l'encouragement à la relève agricole, ainsi aussi que toute la revitalisation des territoires et des communautés. Ensuite, il y a des bonnes pratiques aussi au niveau du côté de la transformation, de la distribution et de la consommation alimentaire. Donc, vraiment tout ce qui a trait à une promotion d'une saine alimentation, une réduction du transport et de l'emballage des aliments,
la réduction de la protéine animale, une plus grande accessibilité à tous, ainsi qu'une réduction du gaspillage alimentaire. Donc, pour apprendre les bonnes pratiques agricoles et alimentaires, il est vraiment important d'être sensibilisé. Puis, dans le cadre du webinaire aujourd'hui, on a défini 4 grandes familles d'objectifs pour les participants aux activités éducatives. Donc, premièrement, l'objectif 1, on veut d'abord être informé. Donc, on apprend ce que l'on cultive, où et comment. Ensuite, l'objectif 2, on veut vraiment être sensibilisé. On rencontre ceux qui cultivent et aussi leur travail au quotidien. Ensuite, l'objectif 3, on peut être mobilisé. Donc, c'est-à-dire qu'on réalise l'impact de nos choix alimentaires sur notre santé, notre environnement, notre société. Et finalement, l'objectif 4, on peut finalement adhérer, c'est-à-dire vraiment qu'on intègre le comportement attendu à nos habitudes de vie. En fait, une amie à moi m'avait déjà dit en parlant d'éducation de nos jeunes, ne leur parle pas trop vite du problème. On peut le faire un petit peu, mais vraiment, apprends-leur davantage ce qui est beau et ils auront envie de le protéger. Puis ça, c'est vraiment une phrase qui m'a marquée pour moi. Puis je suis restée avec ces paroles-là dans tout ce qui est mon action justement en éducation alimentaire. Donc, de toujours vouloir transmettre la beauté aux jeunes pour qu'ils développent par eux-mêmes le goût de vouloir le protéger et en prendre soin. Vraiment, on peut faire de l'éducation partout. Ça peut être à la maison, à la garderie, à l'école, dans les loisirs et même à l'hôpital, par exemple, en montrant l'exemple par l'exemple. Mais on ne passera pas dans cet exemple-ci. On va se concentrer sur les autres milieux aujourd'hui. Donc, dans le cadre de ce webinaire-ci, on a sélectionné 3 exemples dans 3 milieux différents pour faire ressortir les conditions gagnantes de chaque projet. Bref, comment un projet a réussi, ce qu'on peut retenir ou reproduire, et aussi qu'est-ce qui peut vous aider dans vos activités quotidiennes, dans vos milieux. Peut-être juste une petite mention aussi pour chacun des exemples qu'on va présenter aujourd'hui. Je me suis basée sur 4 étapes bien simples que j'ai pris dans un guide pratique recettes pour des ateliers culinaires réussis. Donc, on va regarder ensemble les différentes étapes, la planification, la préparation, l'animation et le bilan. Puis peut-être juste avant de me plonger dans les exemples concrets, on aura encore 2 petites questions pour vous. La première, c'est la 3e, juste revenir en arrière. Donc, on a passé à la 4e. Donc, quel type d'activité organisez-vous dans vos milieux ou aimeriez-vous organiser? Encore une fois, on lance un vote pour vous, un petit sondage qui apparaît à l'écran. Donc, est-ce que c'est des activités culinaires en classe, des activités à la ferme, activités sur la provenance des aliments, activités sur la production, donc jardinage éducatif avec les jeunes ou autres? Puis d'ailleurs, encore une fois, si c'est autre, n'hésitez pas dans la conversation à venir nous indiquer. Entre autres, il y a plusieurs intervenants là, qui proviennent d'organismes communautaires, de tables de concertation bioalimentaire. Donc, on est intéressé de savoir là, quel type d'activité de sensibilisation, d'éducation vous réalisez. Encore quelques secondes pour répondre au sondage. Donc, je vois des gens qui ne peuvent pas voir le sondage. Donc, peut-être que c'est juste une question de plein écran. Donc, je vous invite à mettre vraiment élargir votre écran si jamais vous pouvez voir l'affichage au complet. Donc, ça ne semble pas être généralisé. Des fois, c'est juste de jouer avec l'affichage dans le petit onglet en haut à droite. Donc, je mets fin au vote et je vous partage les résultats. On voit ici qu'il y a quand même une belle représentation avec beaucoup d'activités justement sur la production, le jardinage, beaucoup d'activités culinaires en classe, beaucoup d'activités sur la provenance des aliments, puis ensuite à la ferme et quelques autres. On a même maraîcher en transition bio, des activités de découverte sur la biodiversité, des aventuriers du goût, c'est intéressant. Et on aurait une autre petite question. En fait, quels sont les enjeux que vous vivez lorsque vous organisez des différentes activités éducatives?
J'essaie une autre technique pour ceux qui ne pouvaient voir le sondage. Peut-être que cette fois-ci, ça va être plus facile. Alors, est-ce que c'est plutôt un manque de connaissances par rapport au contenu, un manque de connaissances plus par rapport aux ressources qui sont disponibles, un manque de temps? Souvent, on le sait que c'est vraiment le temps et le financement. Puis on voit que le vote a commencé, c'est souvent le nerf de la guerre. Et ensuite, tout autre enjeu. Une dernière seconde. Donc, le manque de temps rattrape presque le financement. Je vous le montre à l'instant. Donc, on voit vraiment, comme tu dis, Muriel, c'est le nerf de la guerre. Alors, merci pour votre participation. Alors, si on commence par le premier milieu qu'on a choisi aujourd'hui, c'est le milieu municipal. Dans ce milieu-là, les camps d'été, comme les camps de jour ou les camps de vacances, sont vraiment des lieux très intéressants pour développer des activités éducatives pour sensibiliser les jeunes à l'alimentation, l'agriculture locale et biologique et durable. Pour cela, il y a beaucoup d'organisations qui ont développé des fiches d'activités clés en main pour vraiment outiller les intervenants et les animateurs à s'approprier, offrir et animer différents ateliers. C'est le cas, entre autres, de la Fondation Tremplin Santé, mais également d'autres organisations comme, par exemple, École au champ, Crocarium, etc. Si on prend un exemple de la Fondation Tremplin Santé, c'est vraiment une organisation qui a développé différentes fiches thématiques, comme par exemple ici, celle que vous voyez à l'écran, c'est « J'ai le pouce vert ». C'est vraiment un outil pour faire découvrir les pouces aux jeunes et pour faire découvrir les pouces aux jeunes. L'intérêt au-delà de la découverte de nouvelles saveurs est que cela permet vraiment d'avoir une réussite rapidement. Donc, en quelques jours, plutôt qu'un jardin où parfois le résultat peut être un peu plus long pour les jeunes. Donc, pour cette même thématique-là, ils ont développé différentes fiches d'activités pour différents groupes d'âge, comme par exemple les 5-6 ans, les 7-8 ans, les 9-12 ans et les 13 ans et plus. Sur la question précédente, on voit des réponses là, dans la conversation qu'il y a probablement beaucoup de freins de la part des enseignants ou certains collègues sur la charge de travail que les gens peuvent déjà avoir. Donc, j'imagine que ça s'applique aussi en milieu municipal. On va voir quelques outils plus tard pour le milieu de l'éducation. Oui. Oui, puis je dirais aussi, pour vraiment commencer dans le milieu dans lequel on est pour l'instant, on va vraiment décortiquer une fiche d'activité. C'est ce qui permet aussi, dans le fond, de rendre ça beaucoup plus simple, beaucoup moins lourd, puis de pouvoir s'approprier plus facilement le contenu et de le transmettre à des collègues. Donc, si on veut reproduire en même temps type d'activité, on peut vraiment le décortiquer comment il a été développé. Donc, la première étape dans la planification, c'est de déterminer l'approche pédagogique. On peut penser ici au développement d'une fiche d'activité. Donc, de cette façon, vraiment, l'outil va être pérenne dans le temps. On pourra le reproduire d'une année à l'autre, mais aussi, on va pouvoir le transmettre autour de nous à notre équipe ou à un collègue. Donc, ça peut justement lever un frein pour vraiment pouvoir lui dire, bien, voici comment mener telle ou telle activité pour lui faciliter la vie. Ensuite, on définit vraiment les objectifs d'apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'on veut réellement transmettre aux jeunes? Donc, si on revient à cet exemple précis, on est vraiment dans les deux premiers objectifs d'apprentissage qu'on vient tout juste de mentionner. Donc, connaître nos différents aliments, ici c'est les pouces, mais également connaître les différents acteurs de la chaîne alimentaire, car ici, bien, dans le fond, on devient en quelque sorte des petits producteurs en action. Donc, la deuxième étape consiste vraiment à la préparation comme telle. Si on veut décortiquer les éléments qu'il est important de retrouver dans une fiche d'activité, dans le fond, les voici. Tout d'abord, il faut déterminer le thème, vraiment quel sujet on veut traiter. Ensuite, déterminer le lieu et le moment si nécessaire, par exemple, s'il y a un moment plus propice dans la semaine ou dans la journée. Déterminer la durée, puis j'ajouterais ici de ne pas s'éterniser pour s'assurer vraiment de capter et de garder l'attention des jeunes. Ensuite, d'établir les différentes consignes pour vraiment expliquer comment l'activité fonctionne et se déroule. D'établir la liste de matériel nécessaire. Lister les différentes étapes de réalisation, donc vraiment tout le déroulement détaillé de l'activité.
Ensuite, développer différents outils visuels, comme par exemple des schémas, des images, des dessins, des vidéos, des affiches. Ça va vraiment ajouter un plus là, au niveau de l'intérêt. Également, miser sur l'expérience. Donc, vraiment une activité concrète pour que le jeune, une activité concrète pour le jeune qui va faire appel à ses sens, comme par exemple cuisiner, planter, jouer, déguster. Ensuite, on peut se développer des conseils, des petits trucs. Puis ça peut vraiment, pour bien maîtriser le contenu, puis ça peut prendre le format de notes informatives, de trucs et d'astuces. Et ensuite, bien, rechercher des questions à poser aux jeunes, comme des saviez-vous que, surtout pour commencer ou pour terminer l'activité. Ça va vraiment permettre d'aller susciter l'intérêt des jeunes, leur curiosité, puis aussi le lien entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils connaissent déjà. Puis ensuite, le ramener aussi, quand on termine l'activité, leur ramener dans leur concret, dans leurs habitudes de vie. Donc, pour vraiment prolonger l'éducation. Ensuite, vient vraiment l'étape d'animation comme telle. Donc, quelques éléments gagnants dans cet exemple. Bien, premièrement, la fiche nous aide vraiment à animer. On apprend, on y suit un déroulement, puis on s'inspire. C'est vraiment un outil, comme je le mentionnais, important pour pouvoir reproduire l'activité plus facilement dans le temps, mais aussi par nos pairs, par nos collègues et même en différents organismes ou en différentes écoles, garderies, etc. Ensuite, comme mentionné, plusieurs organismes dont la Fondation Tremplin Santé offrent des fiches d'activité toutes faites et clés en main. Donc, c'est possible aussi de l'en trouver déjà développées. Puis ça, c'est vraiment des fiches d'activité qui sont des ressources très précieuses puis qui vont faciliter le déploiement puis l'animation d'activités parce que tout est présenté et détaillé. Puis ça, on va pouvoir aussi vous en partager. On en a listé quelques-unes à la fin, à la suite du webinaire. Et d'ailleurs, c'est exactement le type d'informations qu'on souhaite avoir dans les questions et réponses. Si vous en avez d'autres à nous partager, allez nous les lister là, puis on le rendra disponible à l'ensemble des participants lorsqu'on vous enverra la présentation. Vous aurez également la boîte à outils qu'on aura créée. Oui. Pardon, juste revenir ici. Dans le fond, peut-être aussi mentionner qu'il y a des organismes, remonte juste un petit peu. Donc, il y a des organismes qui, oui, ont développé des fiches d'activité, mais il y a aussi certains organismes qui offrent des moments de formation et de transfert d'expertise sur différentes thématiques. Donc, c'est vraiment à ce moment-là un spécialiste qui se développe dans votre milieu et qui vient, dans le fond, vous former à offrir ce contenu éducatif-là. Ça permet d'être outillé en termes de contenu, mais aussi d'être inspiré et d'être mobilisé à partir d'un matériel donné pour animer différentes activités. Donc, ça va vraiment permettre d'aller mobiliser toute une équipe à ensuite pouvoir reproduire ces différentes activités dans un milieu. Donc, c'est vraiment une façon de pouvoir s'approprier encore plus de contenu, se sentir plus solide dans l'animation des activités. C'est fort intéressant puisqu'il y avait des participants qui nous partageaient, oui, les finances, c'est un enjeu, mais d'arrimer contexte scolaire, contexte communautaire, donc de pouvoir transférer d'un milieu à l'autre, j'imagine que c'est une condition clé. Hein? Oui, vraiment, vraiment. Puis, il est important aussi de noter que ces fiches d'activités-là sont présentées ici dans un contexte municipal, puis ça fait le pont justement avec ce que tu disais plus tôt, c'est que, bien évidemment, ça peut s'appliquer à d'autres types de milieux. Elles peuvent très bien se prêter à des milieux comme la petite enfance, le milieu scolaire et même plus largement le milieu institutionnel. Donc, j'ajouterai aussi une autre petite chose intéressante qui est en fait la façon de faire, je dirais, de la Fondation Tremplin Santé, c'est toujours réfléchir sur ce que l'on veut vraiment que le jeune retienne à la fin de notre activité, l'impact qu'on veut avoir sur lui. Bref, c'est toujours important de remettre le jeune au cœur du développement d'un outil parce qu'on peut faire vraiment des activités juste pour s'amuser, mais on peut aussi s'amuser tout en expérimentant des nouvelles choses ou pour renforcer un comportement. C'est vraiment ce qui distingue beaucoup le milieu municipal, c'est toute la notion de plaisir, le côté ludique. Tout passe par le jeu, l'expérimentation, puis l'expérience pratique. Donc, on passerait à notre deuxième milieu, qui est en fait le milieu de la petite enfance et le milieu scolaire, en sensibilisant les jeunes, mais à l'intérieur d'un programme éducatif, que ce soit ici à l'école, au service de garde ou à la garderie. Dans ce deuxième exemple, Food Nature et Équiterre ont développé en collaboration 3 activités éducatives en classe pour chacun des cycles du primaire, ainsi qu'une sortie éducative à la ferme avec des animateurs spécialisés.
En complément aux activités éducatives, il y a des ressources clés en main qui existent afin qu'au lieu que les animateurs spécialisés se déplacent dans les classes, bien, les intervenants des différents milieux, comme les enseignants, les éducateurs, puissent vraiment s'approprier l'activité et l'animer eux-mêmes avec en main tout le contenu et le matériel expliqué dans des fiches d'activité, un peu comme on vient de voir dans le dernier exemple. Une bonne façon de mobiliser ses collègues. Oui, tout à fait. Puis dans le fond, ici, c'est vraiment une trousse pédagogique sur l'alimentation qui vise différents milieux et groupes d'âge. Puis pour chacune des activités, chaque activité est détaillée dans une fiche en mentionnant entre autres les intentions pédagogiques, les disciplines touchées, le matériel nécessaire, le contenu et le déroulement. Et c'est une trousse qui est aussi là, accessible directement en ligne gratuitement. Donc, tout comme dans le premier exemple, si on veut reproduire un même type d'activité, on peut décortiquer vraiment comment il a été développé. Donc, encore une fois, quand on pense à la planification, on détermine l'approche pédagogique. Pour ce faire, ici, on a choisi d'abord le type d'activité offerte. Dans l'exemple ici, c'est vraiment 3 approches pédagogiques différentes qui ont été complémentaires l'une à l'autre. Donc, on parle d'ateliers animés en classe par des spécialistes, ensuite des ateliers animés sur la ferme également par des spécialistes et des ateliers clés en main à animer soi-même qui sont disponibles dans la trousse pédagogique. Donc, c'est vraiment intéressant parce que chacun se complète puis apporte dans le fond une composante différente. Avoir recours à des organismes qualifiés permet d'avoir accès à un contenu tout monté et présenté par des animateurs souvent très passionnés. Puis on peut les faire venir ou se déplacer dans des lieux où ils sont. On peut également s'approprier le contenu puis organiser nous-mêmes nos différentes activités à l'aide de fiches d'activités de trousse ou de guides pratiques. Donc, ces 3 types d'activités présentent vraiment chacun ses avantages. Certains demandent plus de travail, d'autres demandent plus de coûts. Donc, ça dépend vraiment des ressources qui sont disponibles dans nos milieux. Mais ce qui est intéressant de penser, c'est qu'elles peuvent vraiment se faire en complémentarité pour vraiment maximiser et diversifier les apprentissages. Ensuite, deuxième chose à faire, vraiment déterminer l'objectif d'apprentissage qu'on souhaite. Dans l'exemple ici, on choisit de répondre en fait aux 3 premiers. On veut d'abord reconnecter les jeunes au monde bioalimentaire. Ensuite, on veut vraiment comprendre comment et d'où proviennent les aliments, découvrir le travail des agriculteurs et finalement vraiment prendre connaissance du système alimentaire et des impacts de nos choix tout au long de la chaîne alimentaire. Ensuite, on veut déterminer la fréquence de l'activité offerte parce que vraiment la fréquence a un effet direct sur les apprentissages. Les ateliers qui sont donnés une seule fois ou quelques fois par année sont intéressants, mais ont moins d'effets positifs que les ateliers qui sont tenus, par exemple, chaque mois ou même aux 2 semaines. Vraiment, la fréquence puis la récurrence rendent les interventions de prévention et de promotion de la santé beaucoup plus efficaces. Donc, ici, on suggère fortement d'augmenter graduellement, quand c'est possible, la fréquence des ateliers, puis de déterminer vraiment un calendrier annuel qui nous permet de s'assurer d'une régularité, d'une diversité d'approches pédagogiques et aussi de pouvoir varier aussi les thématiques qu'on aborde avec les jeunes. Ensuite, vient vraiment l'étape de la préparation. Donc, ici on va vraiment travailler sur la recherche à différents niveaux. Donc, le premier, c'est vraiment au niveau du contenu. Pour celui-ci, il est important de regarder tout d'abord ce qui existe déjà, donc de ne pas partir de zéro parce qu'en effet, il y a un grand nombre de ressources et d'outils qui existent déjà puis qui nous permettent de développer notre contenu beaucoup plus facilement. Comme je le mentionnais, on va vous envoyer à la suite du webinaire d'abord la présentation PowerPoint, puis dans la dernière diapositive, on ira y répertorier là, plusieurs ressources et outils qui pourraient là, justement vous faciliter là, le développement de contenu. Et d'ailleurs, comme Marianne le mentionnait, si vous en avez d'autres, vous pouvez l'indiquer là, dans la section conversation pour qu'on puisse justement aller bonifier là, ce qu'on a déjà préparé. Ensuite, on poursuit de la recherche, mais vraiment au niveau de l'animation. Parce que pour susciter l'intérêt des jeunes, il est vraiment suggéré d'animer de façon très interactive et de les faire participer le plus possible. Donc, dans le cas des ateliers ici, si on reprend notre exemple, on a développé des jeux interactifs. Un de ces jeux-là est vraiment sous forme de défis qui se relèvent en réalisant différentes stations qui utilisent des jeux d'association, de déduction, d'observation au microscope.
Un autre des ateliers, c'est vraiment un grand jeu de société dans lequel l'enfant planifie, sème et entretient des champs. Ensuite, il récolte ses produits et il choisit différents types de mise en marché. Puis, pour les deux, tant le contenu que l'animation, c'est important aussi d'aller faire de la recherche de partenaires. Les partenaires sont vraiment des éléments clés. Ici, dans le cadre de notre exemple, on a opté justement pour une forte complémentarité pour pouvoir apporter chacun leurs forces respectives. Donc, ici, Équiterre avait sa force au niveau du contenu, puis Food Nature au niveau de l'expertise en animation scientifique. Ensuite, quand on se prépare, il peut aussi être bon de tester d'abord notre activité puis d'obtenir la rétroaction autant des jeunes que des intervenants. Donc, dans l'exemple ici, on a d'abord mené les activités en test dans 3 classes différentes, puis on est allé sonder les élèves et les enseignants. Ça nous a vraiment permis de mieux voir ce qui fonctionnait, ce qui était amélioré, ce que les jeunes aimaient, puis également ce que les intervenants, ce que les enseignants aimaient et retenaient. Pour la trousse, on a aussi fait des groupes de discussion avec des enseignants ciblés pour avoir leur rétroaction, puis venir bonifier et travailler l'outil. Et finalement, un point important à développer dans la présentation, c'est vraiment la recherche de matériel visuel pour aller augmenter toute l'expérience sensorielle. Ici, par exemple, on a développé pour l'atelier du premier cycle un conte dans lequel on a créé des marionnettes, un décor. On y a intégré aussi des chansons à répondre pour vraiment faire participer les enfants. Le conte, à la fin, il se termine avec la découverte d'un grand coffre où il y a des graines, donc des petites semences que chaque enfant prend et met en terre. Ensuite, pour l'atelier du deuxième cycle, on a développé une grande murale pour le défi. Quand les jeunes réussissent chaque station, un des enfants va semer un légume dans un rang qui permet, avec toutes les équipes et les stations, de créer un immense champ maraîcher diversifié. Puis finalement, on a aussi développé une capsule vidéo d'une fermière qui nous présente vraiment sa ferme et son travail. Ça permet de rencontrer le producteur, de développer une relation humaine quand on ne peut pas toujours se déplacer dans les milieux. Donc, Muriel, il y a plusieurs questions qui concernent l'accessibilité des outils, des fiches. Oui. Est-ce que les exemples qu'on présente sont gratuits? Bien, en fait, quand on parle d'activités animées en classe par des spécialistes, donc les 3 différents ateliers, puis la sortie pédagogique à la ferme, ça, c'est vraiment donc des activités où il y a des animateurs spécialisés qui se déplacent dans les milieux, et là, il y a un coût. Mais quand on a parlé justement de la deuxième diapo qu'on présentait, il y a la trousse pédagogique en ligne, où là, il y a différentes fiches d'activités, clés en main, tout monté. Ça, c'est disponible en ligne gratuitement sur le site Internet. Celle-là, c'est une trousse pédagogique sur l'alimentation d'Équiterre. Mais comme je mentionnais, on en mettra d'autres. On en avait recensé là, quelques autres aussi qu'on vous mettra là, à disposition. Et on a également Karine de Tremplin Santé qui nous mentionne que les outils sont gratuits, effectivement, pour les camps qui participent au programme. Donc, on vous partagera l'ensemble de ces liens-là. Oui, puis d'ailleurs, la Fondation Tremplin Santé, c'est dans le premier exemple la fiche qu'on a décortiquée. Par exemple, j'ai le pouce vert, mais il y en a justement tout autre, dans le fond, une panoplie d'autres fiches d'activités. Donc ici, si on regarde sur l'image, c'est vraiment pour vous montrer un peu des exemples de visuels. Donc, si on regarde les 3 photos à gauche, c'est vraiment le conte. On a développé des marionnettes, on a amené vraiment des fruits et légumes. On a même personnalisé avec des petits yeux certains fruits et légumes pour vraiment amener cette composante-là chez les enfants. Ensuite, dans l'image en haut à droite, c'est le jeu de société et finalement, là, vraiment la murale où on voit là, chacun des légumes. Donc, ensuite vient vraiment l'animation, donc l'interaction et la participation des jeunes. En résumé ici, je reviendrai sur l'importance des sens, vraiment en misant sur les 5. On peut penser à la vue par tous les décors, à l'ouïe avec la musique, par exemple, l'odorat, d'aller chercher les plantes, différents aliments. Le goût, on peut justement penser à la cuisine ou le toucher, avoir vraiment directement les mains à la terre, les mains dans la terre et planter. Faire des petites activités de jardinage. Ensuite, toute l'importance de l'expérience, donc vraiment de mettre les mains à la pâte ou à la terre, de faire quelque chose soi-même puis de vraiment faire participer les jeunes de façon active. L'importance du jeu et des stations interactives pour vraiment avoir du plaisir, puis ça,
tellement qu'on oublie, dans le fond, qu'on a l'impression qu'on oublie qu'on a l'impression qu'on apprend. Souvent, c'est vraiment, ce qu'on se rappelle, c'est souvent des choses qui nous marquent, qui se gravent dans notre mémoire. Donc, vraiment, l'importance du jeu et de l'expérience. Puis ensuite, toute l'importance du contact et de la relation humaine avec les gens. Donc, la rencontre avec les producteurs quand c'est possible, mais sinon, mais ça peut très bien se faire des fois par un médium comme des différentes capsules vidéo. Ensuite, avant de penser à notre troisième et dernier exemple, peut-être une dernière petite question pour vous. Lors de vos activités éducatives, quelles sont les ressources que vous utilisez? Et là, c'est là que vous pouvez aller les mentionner directement dans la boîte questions et réponses. Comme ça va vraiment nous permettre, comme je le mentionnais, de pouvoir aller vous partager là, toutes ces ressources et outils-là. Et vous avez même l'option de voter pour certains outils qui seraient partagés. Là. Donc, le petit pouce en l'air, ne vous gênez pas. Donc, d'aller nous partager là, des sources d'inspiration que vous utilisez dans le cadre de vos activités. Donc, ce n'est pas un sondage. Vous pourrez, même si je change de diapositive, là, vous pouvez ouvrir le petit questions et réponses que, je rappelle, est en bandeau en bas de l'écran au centre. Donc, vous pouvez l'ouvrir et partager des outils à cet endroit-là. Donc, on peut maintenant passer à notre troisième et dernier exemple de milieu où l'on peut déployer des activités éducatives. Donc, pas toujours obligé de le faire dans le contexte vraiment de la classe ou d'un programme éducatif précis là, à l'école, en service de garde ou à la garderie. On peut vraiment le faire dans plein d'autres occasions. Ici, on a pris l'exemple du projet École enracinée qui est coordonné par Équiterre. Notre objectif, c'est vraiment d'amener les jeunes et leurs familles à augmenter leur consommation de fruits et légumes en milieu scolaire de la petite enfance, mais aussi en milieu communautaire. Comment, en fait, c'est en organisant des campagnes de financement existantes, puis en utilisant celles-ci en vendant des paniers de légumes locaux et biologiques. Donc, au lieu, dans le fond, de vendre des oranges importées ou du chocolat, on utilise vraiment des aliments sains, locaux et éco-responsables, puis on mise sur cette occasion pour sensibiliser les jeunes et leurs familles. Brièvement, juste vous mentionner, École enracinée, c'est un projet qui a maintenant 4 ans, qui a vu le jour là, en 2016. Puis, on n'a pas les chiffres ici, mais l'édition 2019 est en cours en ce moment, puis elle rejoint présentement 50 000 jeunes dans plus de 116 établissements à travers la province. Puis c'est vraiment une trentaine de producteurs agricoles qui sont impliqués dans le projet et qui livrent plus de 11 000 paniers de légumes locaux et biologiques. Donc, si on reprend nos différentes étapes de conception d'activités éducatives, la première est toujours la planification. Ici, ce qui est intéressant et différent des autres exemples, c'est qu'on a vraiment saisi une opportunité en termes d'approche pédagogique, soit les campagnes de financement. On a utilisé une activité récurrente que toute école, garderie ou même organisme communautaire mène, d'où vraiment l'explosion de ce projet en peu de temps. Comme on a tous à le faire, bien, pourquoi pas bien le faire, puis avec une visée d'éducation à l'alimentation saine, locale et durable. Mais on pourrait aussi penser à saisir d'autres opportunités, comme des ateliers culinaires, mais aussi à l'intérieur d'un programme comme des cours de mathématiques, de sciences ou d'univers social, pour vraiment intégrer des notions d'agriculture ou d'alimentation. Puis si vous en avez d'autres, encore une fois, n'hésitez pas de nous l'indiquer dans les commentaires. Quelles sont, dans le fond, les autres opportunités que vous avez saisies ou que vous pensez saisir dans votre milieu? Il y a plusieurs participants qui nous disent qu'ils font justement appel aux gens de la communauté qui travaillent directement avec les producteurs pour animer des ateliers offerts à des enfants. Donc, c'est intéressant. Très bonne idée. Ensuite, comme dans l'autre exemple, non, je refais juste revenir. Dans le fond, comme dans l'autre exemple, on détermine les objectifs d'apprentissage. Donc ici, on touche vraiment aux 4 objectifs parce qu'on souhaite faire adopter un comportement alimentaire sain et durable pour le jeune et sa famille. Donc, on va vraiment lui proposer une action, un geste à faire et à reproduire par la suite. C'est aussi intéressant de faire un lien avec quelque chose que le jeune et sa famille pourront faire au quotidien une fois l'activité terminée. Donc ici, on a développé les paniers avec des producteurs du réseau des fermiers de famille pour que les familles puissent, si elles le veulent, prendre l'habitude de s'abonner pour une saison. Mais ça pourrait se faire en fait avec un regroupement local, une ferme du coin, quelque chose qui est vraiment concret dans la vie des gens dans la communauté puis qui est réplicable par la suite. Cette année, on s'est aussi donné une visée de rendre les campagnes zéro déchet, donc pour vraiment encourager aussi les familles à reproduire ces gestes-là dans leur quotidien.
Étant donné qu'il y a plusieurs participants qui proviennent du réseau de la santé, il y a des nutritionnistes, des kinésiologues, j'imagine qu'ils peuvent être très facilitants, peuvent prendre part à cette démarche-là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est des campagnes qui peuvent amener dans différents milieux puis qui peuvent encourager là, justement, encourager les milieux à le faire, mais également aussi donner, là, je dirais, plus d'informations puis de contenu aussi. Donc, pour ce qui est de la préparation de l'activité, puis sans répéter ce qui a déjà été mentionné dans les autres exemples, on a d'abord développé ce projet-ci en projet pilote dans 2 écoles au tout début. On est maintenant rendu dans 116 établissements, mais ça nous a vraiment permis de voir si c'était réaliste, puis surtout si ça suscitait de l'engouement, pardon. On a aussi sondé les différentes parties prenantes, donc les familles, les établissements et les producteurs, pour vraiment voir si l'activité était gagnante pour tous. Aussi, un autre élément de l'activité, c'est vraiment le recrutement. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement besoin de faire quand l'activité est offerte en classe, par exemple. Mais dans ce cas-ci, on doit vraiment s'assurer de la participation de tous, soit des jeunes et de leurs familles dans la vente des paniers, des établissements pour s'inscrire à la campagne, puis aussi des producteurs. Donc, ça, c'est un travail qui passe par une importante promotion. Puis un des éléments clés ici est de faciliter le travail le plus qu'on peut pour tous ces différents acteurs-là. Donc, dans l'exemple ici, on a développé pour recruter les établissements une petite capsule d'animation qui explique en 1 minute avec un enfant ce qu'il fait à son école, quoi et comment. Donc, très simplement, très efficace. Ensuite, pour faciliter le recrutement des familles, on a développé une trousse promotionnelle clé en main qui leur permet vraiment d'avoir des affiches toutes faites, comme on voit à l'écran, des bons de commande, des modèles de courriel et de communication aux parents. Et finalement, pour les producteurs, on essaie de leur faciliter la tâche le plus possible et de faire le maillage et le suivi pour eux. Ces trousses, pardon Myriam, ces trousses promotionnelles sont gratuites? Oui, dans le fond, c'est en s'inscrivant évidemment dans le fond à la campagne, un coup qu'on demande dans le fond de s'inscrire à la campagne, mais tout ça est un support offert pour les établissements, pour les familles et les producteurs. Puis, cette campagne peut vraiment être déployée dans tous les milieux, c'est-à-dire le milieu de la petite enfance, les écoles, les organismes communautaires, et portée par différents intervenants, donc autant des éducateurs, des enseignants, en passant par les directions, les parents bénévoles, et comme on le mentionnait aussi, vraiment les intervenants communautaires, les nutritionnistes. Dans le réseau de la santé. Dans le réseau de la santé. Pour ce qui est de l'animation de l'activité, on mise ici vraiment sur l'expérience, sur le concret. On utilise en fait les livraisons des paniers bio vendus dans les établissements comme activité éducative. C'est vraiment magique. Le producteur, il débarque à l'école, à la garderie ou à la salle communautaire, puis il transforme un gymnase, une cour d'école ou une salle polyvalente en un grand marché avec tous ces étals de légumes que contiennent dans le fond chacun de ces paniers. Les éléments clés à retenir ici, c'est vraiment le contact avec le producteur. Il se déplace, il vient dans l'établissement. Il y a vraiment une relation qui est développée puis qui est bénéfique pour tous, tant pour les jeunes, leurs familles, puis les établissements, mais aussi pour les producteurs. Beaucoup nous ont mentionné avoir été énergisés par le sourire des enfants. Il y a aussi le développement d'un sentiment d'appartenance et d'appropriation pour les jeunes. C'est une chose pour un enfant d'aller à l'épicerie ou encore à un marché public avec ses parents, mais là, c'est l'inverse. C'est vraiment les légumes qui proviennent de son école et qui ont été livrés à son école ou encore une fois à sa garderie ou à son organisme, mais ça vient en quelque sorte ses légumes. Beaucoup de parents nous ont relevé avec enthousiasme l'intérêt que les enfants avaient eu pour les légumes puis la motivation de pouvoir les cuisiner parce qu'ils avaient vraiment développé un sentiment d'appartenance. Pour faciliter le développement d'activités éducatives dans les établissements, on a aussi proposé différents outils clés en main, encore une fois, qui sont gratuits et accessibles pour faciliter le déploiement d'activités éducatives. Donc ici, c'est d'abord des activités, des outils d'éducation comme des fiches d'information, pourquoi manger bio, pourquoi manger local, un guide qui présente les différents trucs de conservation des aliments. On a aussi développé toute une panoplie de fiches recettes, un calendrier de disponibilité de fruits et légumes. Donc, vraiment, tous des outils là, qui sont accessibles. Ensuite, on a aussi développé des outils plus ludiques pour permettre l'apprentissage dans un espace jeu, comme par exemple des mots croisés, des mots cachés, des dessins. Donc, encore une fois, tous accessibles en ligne. Pour encourager vraiment la tenue des activités, on a aussi organisé ici un concours. L'objectif, c'était vraiment de mobiliser les gens à participer davantage. Puis l'idée du concours peut être reprise dans différents contextes.
Par exemple, on peut penser à présenter dans un CPE ou un service de garde des ressources pour organiser des activités avec l'enfant à l'ensemble de notre équipe, à l'ensemble des éducateurs. Puis, on organise un petit concours pour mettre en valeur les activités de chacun des groupes. Ça permet vraiment de mobiliser son équipe tout en les encourageant à offrir et à déployer des activités éducatives avec les jeunes. Dans le cadre des livraisons, on a vraiment mis en valeur tous les milieux qui ont participé au concours. C'était une façon justement de les encourager à tenir différentes activités éducatives. On en voit ici justement à l'écran. Puis tous les milieux qui ont participé ont reçu un lien avec l'alimentation saine, locale et durable. Donc ça a été vraiment très mobilisateur, tant pour les établissements que les jeunes. Ils étaient contents aussi à recevoir par la suite de différentes activités. Rapidement, un mot sur l'évaluation, parce que je suis très intéressée dans ton résumé. Donc, dans l'évaluation, on souhaite deux choses. D'une part, que nos objectifs d'apprentissage aient été atteints. Puis, on peut faire ce bilan-là de façon très quantitative, donc en compilant d'abord les chiffres, le nombre de personnes rejointes, le nombre de milieux, le nombre d'activités offertes, le nombre de téléchargements. Mais on peut aussi mesurer les retombées, c'est-à-dire l'augmentation des connaissances, donc vraiment en termes de contenu, ou aussi l'adoption d'un comportement souhaité, donc dans le cas ici d'une nouvelle habitude de vie. Juste mentionner aussi qu'on peut faire aussi, dans le fond, ce qu'on veut aussi savoir, c'est si ça a été gagnant pour tous. Donc, on veut savoir si l'activité a été satisfaisante par toutes les parties prenantes. Puis, inévitablement, si elle est satisfaisante pour tous, c'est là qu'on va s'assurer qu'elle va se poursuivre et durer dans le temps. Donc, il est important d'y faire des ajustements ensuite nécessaires pour que tous les acteurs impliqués soient satisfaits. Donc, c'est les questions qu'on peut se poser pour la rétroaction, le bilan, quelles ont été les difficultés et pourquoi, et justement, comment on peut s'améliorer et on vient ajouter et bonifier différents éléments. Donc, il nous reste peut-être 2 minutes ensemble. Si on avait à résumer, qu'est-ce qu'on doit retenir en termes de planification, de préparation, d'animation d'activités éducatives? Tu nous présentes un beau récapitulatif. Oui, donc on vous a vraiment repris chacune des étapes avec les éléments clés pour chacune d'entre elles. Donc, si on regarde la première étape, la planification, on s'assure tout d'abord de déterminer l'approche pédagogique. C'est vraiment ce qui va nous permettre de définir l'activité, les ressources nécessaires, la gestion de groupe. Ensuite, ce qu'on veut, c'est déterminer les objectifs pédagogiques. Donc, ça va nous permettre vraiment d'aller cibler les bons éléments clés et finalement déterminer la fréquence. Ça va nous permettre d'établir un calendrier annuel qui vise différentes approches et différentes thématiques. Ensuite, la deuxième étape, c'est la préparation. Donc, on va vraiment rechercher le contenu, puis ça, on met sur des ressources et des outils déjà existants si possible. Ensuite, de rechercher les bons partenaires, donc de vraiment définir l'expertise nécessaire, puis complémentaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut aller chercher, qui sont complémentaires à nous. De développer un matériel fort qui mise sur l'expérience sensorielle. Ensuite, de saisir les opportunités qui facilitent l'implantation d'activités. Donc, si on sait déjà qu'il y a telle ou telle initiative qui est en place, bien, des fois, au lieu de recréer quelque chose de toute main, bien, on saisit les opportunités. On prévoit les aspects logistiques et, comme on l'a mentionné au tout début, parfois, c'est vraiment les ressources financières qui sont l'heure de la guerre, donc de rechercher un financement adéquat. Et d'ailleurs, si je peux me permettre une petite parenthèse ici, il y a un appel de projet en cours chez 100 degrés qui permet justement l'implantation de différentes activités éducatives chez les jeunes, en particulier ici, Cultiver l'avenir, cultivons ensemble les aliments d'ici. Oui, très bon point. En cours jusqu'au 22 novembre. Effectivement. Rendez-vous sur 100degrés.ca pour tous les détails. Donc, c'est vraiment le financement, un petit coup de pouce qui nous permet de pouvoir vraiment déployer des activités. Si on passe à l'étape 3, l'étape d'animation, on mise vraiment sur l'interaction, donc de faire participer les jeunes par des jeux, par des questions, par des défis. On mise sur l'expérience, que les jeunes prennent vraiment part concrètement et puissent mettre les mains dans la terre. On mise sur les rencontres, donc de favoriser le contact, la relation humaine avec les différents acteurs de la chaîne alimentaire. Et aussi, on mise sur le sentiment d'appartenance et l'appropriation. C'est ce qui va vraiment permettre d'atteindre l'adoption d'un nouveau comportement. Peut-être juste mentionner ici que pour moi, il y a vraiment différents stades à l'éducation qui correspondent en fait aux différents objectifs d'apprentissage. Donc, il y a vraiment tout d'abord l'information. On connaît quelque chose. Ensuite, on est sensibilisé, on est touché, on est conscientisé.
il y a la mobilisation, c'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose, qu'on veut poser un geste, et il y a finalement l'adhésion, donc on pose finalement le geste concret dans la vie de tous les jours. Et la dernière étape, l'évaluation. Donc, on fait le bilan de notre activité. On peut le faire en quantifiant par la quantification, donc par le bilan en chiffres et la mesure des retombées. On va aller aussi sonder par différents sondages de satisfaction. On va aller identifier les freins qui ont posé des difficultés et aussi les leviers, justement, qu'est-ce qui nous a aidé à déployer cette activité-là. Et ensuite, bien, en ayant identifié les freins, les leviers, bien, on va pouvoir aller bonifier en pensant toujours là, à l'amélioration de façon continue. Intéressant. Donc, vraiment, après cette petite liste de rappels résumés, j'ai envie de vous poser une dernière question. Je vous avais dit tout à l'heure que c'est la dernière, mais est-ce qu'il y a pour vous un aspect qui a été présenté qui répond le plus à votre défi? Est-ce qu'il y a un mot-clé que vous retenez du webinaire aujourd'hui ou vraiment un élément inspirant que vous souhaitez mettre en application? Donc, ici, on vous invite à aller mentionner là, ce mot, cet aspect-là dans la conversation du groupe. Puis peut-être pendant que vous pensez, vous réfléchissez à justement votre mot, j'en vois quelques-uns en ce moment, donc sentiment d'appartenance, rétroaction, accessibilité des outils, motivant, motivation. Puis vous pouvez continuer aussi là, si vous continuez à réfléchir. Peut-être pour conclure, j'aimerais vous laisser sur une petite citation. J'ai longtemps travaillé justement à mes débuts chez Équiterre à la sensibilisation du commerce équitable, puis on disait toujours derrière chaque produit se cache un être humain. Puis en fait, je le modifierais aujourd'hui en disant derrière chaque aliment. C'est aussi une phrase là, que ma collègue Geneviève Colombani-Lachapelle au MAPAC mentionne aussi souvent, c'est qu'il y a toujours un visage derrière chaque aliment. Puis pour ça, bien, on doit aller à la rencontre de ces visages-là. On doit vraiment se les faire présenter. On doit connaître ces personnes, ces êtres humains. Puis ça revient un peu à ce qu'on disait au début, apprends-leur ce qu'il est beau et ils auront envie de le protéger. Parce que quand on connaît quelque chose, qu'on a pris soin de nos carottes, par exemple, puis comment elles ont été cultivées, bien, elles prennent rapidement tout un autre goût, un bien meilleur goût qu'on aura vraiment envie de savourer et de préserver longtemps. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir été à l'écoute avec nous. Merci à 100 degrés. Puis comme Marianne le mentionnait, on va pouvoir là, regarder un petit peu plus pour les 10 minutes restantes, un petit peu plus là, quelques questions, puis approfondir certaines choses ensemble. Tout à fait. Donc, le webinaire est officiellement terminé, mais on vous invite à rester si vous avez des questions. On est là jusqu'à 13h, donc il est 12h50. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la toute fin. Il y en aura d'autres webinaires éducatifs interactifs comme celui-ci, donc je vous invite à rester à l'affût. La meilleure façon, c'est de vous abonner à l'infolette 100 degrés, donc vous vous rendez sur le site 100degrés.ca et en étant membre, donc étant abonné à l'infolette, vous allez avoir toutes les nouveautés qu'on vous prépare là, pour la fin de l'automne et également l'hiver prochain. Donc, je remercie infiniment Muriel, donc merci pour ce très beau webinaire et je vous invite à rester là si vous avez des questions à lui adresser. Et également à nous mentionner d'autres outils qui sera possible de vous partager par la suite dans, encore une fois, je le répète, questions et réponses. Puis sinon, bien, on continue de converser ensemble dans la conversation. Puis comme on vous le disait, dans le fond, vous aurez accès au PowerPoint, dans le fond, à la présentation d'aujourd'hui, puis à la dernière diapositive, il y aura une liste là, avec certaines ressources et outils plus concrètes que vous aurez accès. Donc, dans les mots qui ont été partagés, là, on met vraiment l'accent sur le partenariat, la rencontre avec les différents partenaires des démarches qui sont en cours. Donc, c'est tout le sentiment d'appartenance, le sentiment de communauté qui ressort beaucoup. Donc, c'est intéressant dans le domaine de l'alimentation locale et durable. Donc, oui, vous recevrez l'intégrale du PowerPoint qui a été partagé et on va même rajouter là, quelques diapositives qui résumera donc l'ensemble des outils et références dont on a parlé aujourd'hui et que les gens nous ont partagé aussi dans le questions et réponses. Merci à tous d'avoir interagi avec nous. Donc, il ne semble pas y avoir d'autres questions. N'hésitez pas, là, je transmettrai également
le courriel de Muriel si vous avez des questions directement à lui adresser. Un grand merci et à la prochaine!